Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face de ce début de semaine, nous recevons Jean-François Brunstein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur émérite de philosophie à l'université de la Sorbonne et essayiste. Et on vous reçoit aujourd'hui pour La religion woke aux éditions Grasset. Bienvenue. François Brunstein, bonjour. Alors, vous aviez écrit, il n'y a pas si longtemps, la philosophie devenue folle. Elle se soigne ? Non, la maladie s'aggrave. Si j'ai refait un autre livre, c'est justement parce que les théories que j'avais développées dans le premier, autour de la théorie du genre, autour de l'animal, l'idée que l'homme et l'animal c'est pareil, et aussi autour de l'euthanasie, qui devient maintenant un acte tout à fait simple et évident. Les vies, il y a des vies dignes d'être vécues, d'autres indignes d'être vécues. Tout ça, c'était de la théorie. C'était il y a 4 ans, et je prévenais contre ce qui allait se passer. Et maintenant, tout est arrivé d'une certaine manière, et la vague woke, c'est-à-dire cette vague des éveillés, qui a pris naissance aux États-Unis il y a une vingtaine d'années à peu près, a complètement submergé le système éducatif français, enfin les universités, mais ça serait pas grave à la rigueur si c'était que les universités, mais c'est aussi maintenant l'enseignement primaire et secondaire, ouais. les entreprises, etc. Alors 2 questions quand même tout de suite. D'abord, woke, c'est amusant qu'ils appellent woke éveillé, alors que c'est woke lobotomisé un peu. Hein. Ils appellent éveillé comme des religieux fanatiques qui auraient découvert, ils voient plus le monde comme nous le voyons. Nous on pense qu'il y a des corps. C'est une secte. C'est une secte, c'est la mauvaise nouvelle, parce que les sectes, on n'arrive pas à les convaincre par le raisonnement. Donc je suis assez pessimiste. Vous l'avez Alors quand vous dites, vous n'êtes pas justement très pessimiste en disant que ça a complètement, même en France, submergé l'université. Vraiment ? C'est la submersion ? Dans les facultés de lettres et sciences humaines, c'est très clair. Il y a quelques résistants, mais on se connaît tous, on est très peu nombreux. Il y a quelques individualités, parce qu'il y a une pression, une mort sociale, des pétitions contre les gens. On a organisé un colloque à la Sorbonne de résistants. Il y a eu des dizaines d'articles, des pétitions pour dire ils n'ont pas le droit, pourquoi ils font un colloque à la Sorbonne, alors qu'eux font tout le temps des colloques. Et la liberté d'expression, ça n'existe pas. Non, c'est pas pour les racistes, les transphobes. Moi, je suis transphobe. Si on cherche mon nom, il y a marqué transphobe. Juste parce qu'il paraît que vous avez dit que vous ne pouviez pas avoir un cancer de l'utérus. C'est grave. Voilà, c'est ça. Oui. Non, et puis j'ai dit simplement la biologie existe. Le pénis est un organe sexuel masculin. Si vous dites tout ça, vous êtes un transphobe, c'est tout à fait évident. Et malheureusement, des associations comme le planning familial expliquent ça très clairement. Les hommes sont enceints. Le pénis, ce n'est pas un organe sexuel masculin. Bon, on pourrait se dire c'est une association, c'est pas grave, mais cette association, elle intervient dans les écoles pour former à la lutte contre les discriminations sexuelles et à l'éducation sexuelle. Donc c'est extrêmement grave à mon avis. Oui, elle intervient partout. Mais alors, dites-moi, justement, cette espèce de nouveau code de bonne conduite, et je mets évidemment entre guillemets bonne conduite, se traduit par quoi ? C'est-à-dire, quels sont les paramètres aujourd'hui ? On peut le voir, maintenant ça fait quelques années, vous avez suivi ça, et beaucoup de monde a suivi ça. Au fond, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de nature, il n'y a que de la culture, il n'y a pas de biologie, il y a des choix de genre. Vous parlez très très bien de la transition. En fait, on parle beaucoup de la transition énergétique. Aujourd'hui, c'est la transition du genre, c'est ça, transition médicale. Oui, c'est ça. Il y a deux thèses principales chez ces auteurs woke. Premièrement, il y a une thèse effectivement sur ce que c'est que l'homme, et l'homme pour eux, c'est des consciences. Et donc, si on a une conscience qui est dans un mauvais corps, on peut demander à changer de corps, alors qu'il faudrait mieux peut-être s'interroger sur la conscience qu'on a d'être dans un mauvais corps. Ça semblerait plus plausible. Oui. Mais si on dit ça, maintenant, c'est pénalisé. C'est-à-dire qu'il y a même une loi en France aussi qui fait que si on emmène un gamin qui se sent mal dans son sexe, dans sa peau. Oui. Si on l'amène chez un psy qui discute avec lui, qu'il essaie de l'améliorer sa situation, on peut pénalement inculper le psy pour, comment on appelle ça, conversion de genre, thérapie de conversion de genre, ce qui est juste une absurdité. Donc il y a vraiment cette idée, et c'est une idée effectivement, qui doit être assez séduisante, parce que c'est l'idée qu'au fond, on se libère même de son corps, c'est-à-dire de ce qui est le plus élémentaire chez nous. Et donc, ça, c'est un point absolument essentiel, pas négociable. C'est le cœur, à mon avis, de la théorie du genre, parce que c'est le plus absurde, dirais-je, ou mystérieux, ou le plus magique. Excusez-moi, des êtres humains normalement constitués, enfin, je dis bien normalement constitués encore, ça ne se dit plus, mais comment peut-on admettre, quand on est père ou mère, ou parent, allez, disons parent ou parent d'eux, etc., qu'un gosse
à 7 ans, 8 ans, qui a tout genre de fantasmes et tout genre de représentations et tout genre de caprices, dit « Ah, moi, je me sens une fille ». Et à ce moment-là, on dit « Ça marche, ah oui, on va faire en sorte ». Mais comment on peut avoir ça ? C'est là que c'est gravissime, parce qu'effectivement, je pense que les parents normaux comprennent bien que ce n'est pas possible. Mais il y a tout un mouvement militant qui est très présent dans les écoles, qui explique, dans les écoles américaines, mais ça commence à arriver dans les écoles françaises, il y a plein d'exemples. On enseigne aux enfants à 5 ans, ton genre, c'est toi qui vas le choisir. On imagine la perplexité du gamin. On leur enseigne déjà ça dans toutes sortes de formations. Ouais. La formation dont on parle, qui va arriver sur les stéréotypes de genre, ça veut dire... Le genre est au choix, il faut mettre en question, il faut déconstruire le genre, détricoter le genre. Et on leur dit ça à 5 ans. On leur dit ça à 5 ans. Vous imaginez la catastrophe. Mais le problème, c'est qu'ensuite, aux États-Unis et aussi en France, il y a des syndicats d'enseignants qui disent très bien, il faut aider les enfants à changer de genre à l'école et surtout ne pas prévenir les parents. Alors pour l'instant, en France, il n'y a que Sud Éducation, je les cite parce que c'est vraiment... c'est très grave. Ils veulent absolument qu'on ne prévienne pas les parents. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui entre à l'école normale, enfin normal, bien dans sa peau, bien dans son corps, à force de cours là-dessus, de militantisme sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a effectivement un énorme buzz autour de ces questions. Donc si vous dites je suis transgenre, vous avez tout de suite 10 000 amis en plus sur les divers réseaux sociaux. Donc les gamins entrent dans ce truc-là. Et on voit qu'il y a des parents qui résistent à ça, mais très difficilement, parce qu'ils sont stigmatisés, les médecins sont terrorisés, beaucoup de médecins sont terrorisés, et donc ils n'osent pas. Ils n'osent pas, non, c'est très compliqué, parce qu'en général, on leur dit, si vous continuez, votre fils ou votre fille va se suicider. Donc vous préférez que ce soit un fils qui a changé de genre en vie, ou un fils qui se suicide. Le parent, en général, répond, c'est facile à dire. Mais il y a vraiment ce que les Suédois qui ont arrêté ça, qui arrêtent ça, appellent le trans-train, le train trans. Une fois qu'on est entré dans cette histoire-là, on a le plus grand mal à en sortir. Et c'est une catastrophe pour les parents et pour les enfants. Jean-François Bronstein, un livre passionnant, et on va continuer à cette conversation tout aussi passionnante et tout aussi effectivement inquiétante après cette petite pause. Oui, on revient dans quelques instants pour poursuivre ce face-à-face avec l'auteur du livre, donc Jean-François Bronstein, La religion woke aux éditions Grasset. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, il y a encore quelques apostats, non pas apostats, mais quelques irréductibles athées dans cette religion woke, notamment Jean-François Bronstein. Jean-François Bronstein, nous sera avec vous pour éviter le camp de rééducation et autres sanctions. Vraiment, comment on peut être sceptique comme ça? Non, plus sérieusement, qu'est-ce qui fait que justement ce que vous dites, ce que vous avez même, vous voyez, c'est aller l'écriture inclusive. Par exemple, Adrien Quatennens, qui a écrit un communiqué, d'ailleurs très très bien rédigé, il a tenu à commencer par l'écriture inclusive. Mais passons, qu'est-ce qui fait que la société française, le législateur français, le système français quand même, ne résiste pas? Parce que effectivement, vous avez les lobbies, vous avez la pression, vous avez un certain nombre d'éducateurs, etc. Enfin, il y a pas de contre-pouvoir là? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir, parce que ce sont des militants aguerris qui prennent le contrôle des institutions, des universités, des associations, etc. Et en plus, ils donnent l'impression d'être modernes. D'une certaine manière, ils se présentent sous des atours de « on lutte contre les discriminations, on lutte contre le racisme », alors que c'est tout le contraire. Par exemple, sur le racisme, leur lutte contre le racisme, c'est dire tout le monde est raciste et tous les blancs sont racistes, tous les noirs sont des victimes, etc. Et surtout quand on leur dit moi je m'en moque si vous êtes blanc, noir ou jaune, ça c'est la pire insulte raciste, alors que c'est pourtant ce que dit tout bon antiraciste. C'est-à-dire que moi je dis ça tout le temps, enfin c'est ce que j'ai dans la tête, je ne regarde pas la couleur de peau. Et si vous ne regardez pas la couleur de peau, ça veut dire que vous êtes raciste, parce qu'il faudrait que chaque fois que vous voyez
une personne de couleur, vous discriminez en sa faveur. Pour en finir avec la discrimination, il faut plus de discrimination. Et ça a gagné un certain nombre de couches sociales, de décideurs, etc. C'est pour ça qu'effectivement, je dis, on vit tous dans les universités. C'est-à-dire que les élites, entre guillemets, actuelles, sont formées dans ces universités. Les GAFAM, les grandes entreprises, la presse, les médias, presque tous, etc., sont dans ce fonctionnement. Et effectivement, il n'y a pas du tout de... En plus, ça colle bien, parce que par exemple, cette histoire de genre au choix, c'est... Dans le monde virtuel, les gens sont au choix. Et les gens qui travaillent avec des algorithmes derrière des ordinateurs, au fond, la réalité, ils ont perdu le contact avec la réalité. Oui. Et moi, il me semble que la seule résistance pourra venir justement des hommes ordinaires, comme disait Orwell, des gens qui sont... La décence commune. Voilà, la décence commune, effectivement. Ouais. Et on le voit très bien aux États-Unis, où le seul signe d'espoir que je vois, c'est qu'effectivement, dans plusieurs États, où par exemple en Virginie, où le gouverneur est en général démocrate, ils ont élu un gouverneur républicain juste sur le fait... N'enseignez plus à mon enfant la théorie critique de la race, c'est-à-dire qu'il est une victime ou un raciste. N'enseignez plus le genre, que le genre est au choix. Et sur ce genre de questions, il y a de nouvelles majorités qui se dégagent. Ouais. Je pense que... On le voit en Amérique. Voilà, en Amérique, c'est très clair. Ron DeSantis et ses déclarations, le gouverneur de Floride, par exemple. Et peut-être présidentiable autour de ces questions, parce qu'il a pris directement en face Disney, qui fait d'une propagande délirante autour de ces questions. Est-ce que vous diriez... je parle au professeur d'université, au professeur de la Sorbonne, Jean-François Bernstein, qu'au fond, on assiste avec le woke, ce dont on assistait avec le marxisme-léninisme, le communisme dans les années 50-60. C'est-à-dire que, sans du tout comparaison n'est pas raison, mais je veux dire qu'il y avait une doxa, qui était une doxa d'une gauche révolutionnaire, effectivement, qu'on a tous connue, et que si vous n'étiez pas organiste de doxa, vous étiez une hyène dactylographe et un hitléro-trotskiste. Hein. Bon. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas à chaque fois qu'une idéologie dominante, en tout cas qui essaye d'être dominante arrive, au fond, on est en état de sidération, en tout cas un certain nombre d'hommes et de femmes qui devraient réagir, deviennent en état de sidération, oulala, je vais passer pour une réac, donc je le fais pas. Est-ce que c'est ça? Ça y ressemble à certains égards, sauf que avec le communisme, il y avait quelquefois des anticommunistes. Donc il y avait deux camps, ce qui était un peu plus facile. Là, il y a personne en face, première différence. Et deuxième différence, moi, il y a beaucoup de témoignages, notamment d'anciens habitants des pays soviétiques, universitaires, en France comme aux États-Unis, qui disent « ça me rappelle exactement la montée du communisme ». Empire, parce que c'est ce que dit Kleinerman, un très grand mathématicien américain qui est d'origine roumaine. Il dit, au moins en Roumanie, j'étais tranquille en mathématiques. On me cassait pas les pieds sur les mathématiques. Alors que ici, on me dit, vous êtes raciste, vous êtes viriliste. Et il dit qu'il y a plein de mathématiciens qui quittent les États-Unis parce que ils n'ont pas de temps à perdre. Ah oui. Même des mathématiciens. Mais oui, c'est ça qui est extraordinaire. La discipline la plus pure, la plus abstraite, la plus élégante, la plus merveilleuse, ça devient un truc raciste et viriliste. Et donc la conséquence, c'est que certains militants disent, ah ben pour les Noirs, il faut pas enseigner les mathématiques parce que c'est de l'exactitude, c'est de la précision, de la démonstration. Il suffit de parler. C'est du racisme pur. Ah, c'est du racisme pur. C'est ça le racisme pur. Voilà, c'est le racisme pur. Et d'ailleurs, ce qui est très extraordinaire, c'est qu'aux États-Unis, les plus grands résistants à tout cela, ce sont des universitaires, des écrivains noirs américains qui n'admettent pas qu'on raconte à leurs fils qu'ils sont des victimes et que l'on enseigne des maths au rabais, c'est-à-dire des discussions sur le rôle néfaste des maths dans l'esclavage, etc. Ce qui est absurde. Quand vous êtes une victime, on ne va pas vous apprendre ce que sont après les oppresseurs. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a des choses que je cite dans le livre qui sont extraordinaires. Le musée de culture noire qui dit la méchante, l'horrible culture blanche, c'est la précision, l'exactitude, le savoir, la rationalité. Sous-entendu, les Noirs, c'est le contraire. Alors après, ils ont fait marche arrière parce que beaucoup de gens disent c'est le Ku Klux Klan, c'est exactement le Ku Klux Klan à l'envers. C'est une catastrophe. Le Ku Klux Klan serait ravi d'entendre les woke. Hein. Oui, mais mais d'ailleurs, il peut y avoir quelques corrélations entre les deux, parce qu'effectivement, pour eux, les Noirs ne méritent pas d'accéder à la musique classique et aux mathématiques, etc. Donc, on va leur faire un enseignement au rabais. Et c'est vraiment une idée c'est pas loin, ça arrive dans les classes où effectivement, il y a des profs, même dans des collèges français ou autres, qui disent on va pas apprendre la musique classique, c'est un truc de blanc, on va pas apprendre
apprendre la littérature grecque, c'était des esclavagistes, etc. Il les efface, même. Voilà, il les efface. Mais c'est assez curieux. On voit par exemple, il y a aux États-Unis un prof de lettres classiques très aimé, très connu, qui a décidé de ne plus les enseigner parce que c'était esclavagiste et viriliste, etc. Oui, mais même Aristote, Socrate, Platon. Aristote, oui. Aristote est un philosophe. Platon est un philosophe blanc. Il semblerait que quelqu'un enseigne ça à la Sorbonne. C'est magnifique. L'infini, vraiment, la connerie infinie, c'est vraiment ça. Restez avec nous et dans pas longtemps, on va vous donner la parole. Intervenez. Ah bah oui, on va vous donner la parole. 0826 300 300. Avez-vous peur de cette religion woke? Est-ce que vous connaissez vous envoyez des manifestations, des temples, vous connaissez des convertis, des apostats? Vous savez comment on peut en sortir? On attend vos réactions. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avant de recevoir et d'écouter nos auditeurs avec vous, Jean-François Brostein, je rappelle votre livre, et je le recommande, La religion woke aux éditions Grasset. Il y a quand même quelque chose, à la fin de votre livre, vous citez Solzhenitsyn, et c'est vrai que c'est bon. Je rappelle à tous nos auditeurs qui doivent lire le discours de Harvard de 1978 sur le courage. Donc la seule chose, vous dites, qui nous sauverait, c'est quand même le courage. Quelque part. Parce que je pense les analyses, c'est bien. Il ne faut pas rêver que sur des contradictions internes, des questions comme ça. Je pense qu'il faut que chacun qui le peut dise non, ça ne passera pas par moi. Vous n'allez pas enseigner à mon fils qu'il peut choisir son genre. Vous n'allez pas enseigner à mon fils blanc qu'il est raciste quoi qu'il arrive. Moi, à ma mesure, je dis bon, ça suffit d'enseigner ce genre de stupidité dans les universités. Mais c'est pas facile. C'est compliqué parce qu'il y a toute une tentative il y a des morts. Menace de mort sociale. Et moi, j'ai des tas de jeunes collègues qui me disent, je suis d'accord avec toi, mais si je parle, j'ai plus de titularisation, de crédit de recherche. Si je parle, on me vire. Enfin, non, on peut pas virer pour l'instant, mais on me met au placard. On met au placard. Ça, c'est très clair. Et beaucoup vous disent ça. Ah oui, beaucoup. Et aux États-Unis, il y a plein de gens, de très grands savants, qui, quelquefois, on peut les virer, on les vire. Et si on ne peut pas les virer, on leur fait une vie tellement insupportable qu'ils finissent par démissionner parce que ils sont poursuivis. C'est à ce stade-là, vraiment. Ah oui, c'est très. Aux États-Unis, un certain nombre de ces résistants envisagent d'ouvrir de nouvelles universités pour essayer de créer des universités libérées, si je puis dire. Mais en France, on en est encore. Vous imaginez une université alternative? Ah oui, une université où on a le droit de débattre. C'est ça l'idée. Parce que je demande pas. Parce que là, on débat plus. Le débat, c'est impossible. Il est absolument impossible. Et il y a l'idée même, d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent des études, les études de genre, les études de race. Ça remplace les disciplines dans la mesure où là, tout le monde doit être d'accord. C'est-à-dire, si vous êtes un biologiste et que vous pensez que le sexe existe, que les corps existent, jamais vous ne pourrez enseigner dans un département d'études de genre. Parce que l'idée de base, le postulat, c'est que seules les consciences existent, les corps sont accessoires. Oui, les volontés à 5, 6 ans, 7 ans. Mais comment on a laissé faire? Moi, encore une fois, je vous repose la question. Vous savez, j'ai été très frappé aussi. Vous savez, le fameux slogan « Black Lives Matter ». Les vies noires, effectivement, sont importantes. Évidemment. Je dis, mais vous savez, all lives matter, toutes les vies comptent. Et je me rappelle quelqu'un, c'était un ami américain, démocrate, qui me dit, tu peux pas dire ça c'est l'extrême droite. Je dis, comment? Quand je dis que toutes les vies comptent, c'est extrême droite. Mais est-ce que tu te rends compte que oui, mais dans le contexte actuel, c'est pas ça. Ils mettent, voilà. Ils jouent sur la culpabilité. Effectivement, les gens se sentent coupables. Il y a une espèce, la victimisation. S'il y a un jeu pervers entre victimes, tous ces gens-là s'estiment fragiles, persécutés, etc. Et beaucoup de blancs, mâles, etc. se sentent coupables de l'être. Et donc il y a ce genre de choses. Mais effectivement, c'est l'universalisme leur adversaire. C'est-à-dire l'idée que on considère pas la couleur de peau des hommes, que toutes les vies valent, toutes les vies humaines valent. C'est quelque chose qu'ils refusent absolument. Pour eux, on est enfermé dans une race ou dans une catégorie de genre que l'on choisit ou que l'on choisit pas. Mais enfin bref, c'est toujours un groupe social. Et il y a c'est ce que dit l'écrivain Bret Easton Ellis, le grand écrivain américain, qui dit ils veulent en finir avec l'individu. Donc ils veulent en finir à la fois avec l'universel. Tous les hommes sont des hommes, avec la même valeur de vie, etc. Et avec l'individu, c'est-à-dire je choisis ma nation, mon identité, mon appartenance, etc. Là, on est
enfermé dans son appartenance de naissance. Voilà, je choisis. C'est un pur racisme. Voilà. C'est-à-dire, je choisis maintenant mon genre. Soit-disant, je suis né un garçon ou fille, eh ben, je m'en fiche, j'ai le droit de choisir, quoi. C'est ça. Oui. Et en fait, comment vous expliquez que ça rejoigne un certain nombre d'intégrismes, etc. Par exemple, le LGBTQ+, et autres, enfin bon, qui ont totalement le droit d'exister, personne ne leur nie le droit d'exister. Mais comment, effectivement, est-ce que ce n'est pas quand même un totalitarisme? Est-ce que ce n'est pas quand une minorité se prétend gardienne, dépositaire, monopole de ce qu'il faut savoir, de ce qui est bon, et si on ne retrouve pas le fameux camp du bien qu'on a connu dans tous les régimes totalitaires. Oui, c'est le camp du bien, et effectivement, de ce point de vue-là, c'est assez encore plus grave, puisque c'est surtout le mouvement trans qui fait la loi d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'homosexuels, de lesbiennes, par exemple, qui protestent contre cela, parce que effectivement, ça conduit à effacer la femme. Donc la femme est effacée dans les sports. Une juge à la Cour suprême à qui on demande est-ce que vous pourriez définir ce qu'est une femme? Elle dit non, je ne sais pas du tout. Je suis pas biologiste, comme si un humain normal ne pouvait pas savoir ce qu'est un homme et une femme. Donc il y a des conséquences comme ça très négatives pour les femmes, pour les homosexuels, et c'est effectivement une dictature. C'est-à-dire que je vous dis le moindre, j'ai écrit que quelque part que les corps existent. Je suis transphobe sur Internet maintenant. Bon, je regarde pas Internet. Si vous dites que les corps existent dans leurs différences. Oui, j'ai juste fait. Il y avait un journal tout entier consacré à faire l'éloge du genre. Il m'avait demandé de faire un contrepoint. Et donc j'avais dit il me semble quand même que la biologie est une science et je crois que les corps existent. Et voilà, donc je suis transphobe pour l'éternité. Mais bon, je m'en moque. Oui, c'est pas ça qui va vous arrêter d'exister. Je pense que il serait bon que nous prenions quelques auditeurs. Si Absolument, on en a déjà. Surtout qu'ils attendent depuis un certain moment. Bonjour Gilles Deslandes. Bonjour Gilles. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Berkoff. Une toute petite parenthèse vite fait. Je trouve très dommage qu'on vous enlève une demi-heure. C'est une petite parenthèse, voilà. C'est un avis personnel. Bonjour à votre invité également. On vous écoute. Oui, merci. Voilà, allez-y. Voilà, deux questions très rapides. À qui profite tout cela? Je dirais même à qui profite le crime. C'est important de le savoir, je pense. Et comment il n'y a pas de langue de bois sur la radio, j'aimerais bien qu'on me réponde effectivement d'une façon assez claire. Par conséquent, qu'on réponde aux auditeurs aussi. D'accord. Attendez, on va peut-être répondre tout de suite à votre première question. Gilles, restez avec nous. À qui profite le crime? D'une certaine manière, il y a tout un complexe, si je puis dire, autour du genre qui est un complexe industriel d'une certaine manière. Il y a aussi effectivement le fait que les individus sont endoctrinés, ils sont pris dans ces groupes et ils ne peuvent plus penser librement. Alors par exemple, on voit que dans les entreprises, cette insistance sur la théorie diversité, équité, inclusion, c'est un moyen au fond de s'acheter une bonne conscience. Des entreprises comme Amazon qui surexploitent leurs employés leur offrent éventuellement la possibilité de changer de genre. Je peux te traiter économiquement comme un chien, mais tu peux changer si tu veux être un homme, une femme, très bien. Donc ça a ses conséquences. Il s'achète une virginité. Oui, non, on le voit très bien. Disney aussi est très, très actif dans ce sens-là. Voilà, Gilles, vous voyez à qui profite le crime, à beaucoup de monde, quand même. Beaucoup de monde, de monde. Et ma deuxième question, qui sont les mouvements politiques, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, qui sont les mouvements politiques qui soutiennent ce bonne question. Les mouvements politiques qui soutiennent, le wokisme, qui sont grosso modo aux États-Unis, effectivement, ce sont les démocrates qui sont très en pointe là-dessus. Dès que Biden est arrivé au pouvoir, il a fait changer les genres sur les sites du ministère des Affaires étrangères. On ne parle plus de femmes enceintes, on parle de personnes enceintes, etc. Ce sont eux qui sont. En France, on a heureusement, si je puis dire, c'est arrivé après mon bouquin d'une certaine manière. On a Sandrine Rousseau qui résume tout le wokisme sous sa forme la plus pure. Il y a la critique de la raison, elle s'en prend à Descartes, elle s'en prend à la science, elle fait l'éloge du sentiment, etc. Ça c'est les plus militants, si je puis dire, mais ils ont une certaine audience parce que ça fait bien, c'est l'ambiance de dire que le genre change, etc. Certains syndicats enseignants sont assez partants sur ces questions.
Je ne suis pas sûr que le président de la République soit extrêmement conscient du problème lorsqu'il nomme un ministre qui a commencé sa carrière, en tout cas du côté des woke, c'est-à-dire qu'il y a eu une révélation en allant aux Pam Ndiaye, par exemple. À Pape Ndiaye, oui, c'est vrai. Qui explique en France, s'était jamais rendu compte qu'il était noir. Il a eu un parcours républicain parfait, parfaitement. Personne ne s'est posé cette question-là. Et puis il dit, je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu une révélation textuellement. Je me suis rendu compte que j'étais noir et donc j'ai fait des études. Je me suis dit, je vais développer les études sur la noirceur, la conscience noire, etc. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est quand même un peu dans ce logiciel-là. Et le fait qu'il veuille aujourd'hui se réanimer, si je puis dire, la lutte contre les stéréotypes de genre, ça ne me dit rien qui varie. Oui, c'est vrai, si c'est son programme principal en tant qu'éducation nationale, c'est pas terrible. Tous les désespoirs sont permis. Voilà, c'est ça. Alors, oui, c'est au tour de Steve de Bayonne qui nous dit pas d'amalgame. Steve, bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe et merci pour ce sujet parce que je me permettrai de vous poser une question. Excusez-moi, alors effectivement, c'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Pour moi, c'était Nietzsche qui disait ça. Donc je suis certain de quelque chose, c'est que, veuillez m'éclairer s'il vous plaît, je ne sais pas encore ce que veut dire le mot wokisme. Est-ce que vous pouvez m'éclairer s'il vous plaît, parce que jusqu'à maintenant, je ne le comprends pas. Alors, Jean-François Brunstein, il a écrit un livre dessus, justement, je vous le recommande, La religion. Oui. C'est quoi exactement le terme woke, ça veut dire éveillé dans l'argot noir américain, et ça a été le terme qui a été choisi par Black Lives Matter pour expliquer son mouvement. C'est être conscient des injustices, et c'est ceux-là qui le reprennent. Alors, en même temps, ce terme... Au premier abord, on se dit jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Mais, en fait, ça fait référence aussi, et c'est un point important, je crois, à ce qu'on appelle les grands réveils. Aux États-Unis, il y a des grands réveils protestants, 18e, 19e siècle, avec les mêmes scènes de cérémonies de masse, de culpabilité, de demande de rédemption des péchés, etc. Mais si on voulait vraiment résumer la pensée woke, il y a deux thèses principales, celle sur le genre, dont on a déjà pas mal parlé, et celle sur la race, qui consiste à dire qu'il faut toujours tenir compte de la race, que la race est un déterminant essentiel, et que pour lutter... Ah oui, c'est le retour de la race. C'est le retour de la race. C'est-à-dire que maintenant, il y a des études de race à la Sorbonne, tout le monde trouve ça très normal. Alors que le mot racisme, que je sache, a été éliminé. Le mot race a été éliminé de la Constitution, effectivement. Mais les études race reviennent. Oui, effectivement. Et les woke les plus militants regrettent qu'on ait enlevé ce mot. Donc il y a cet aspect race. Et puis il y a... Dernier point pour expliquer ça, il y a ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire un moyen de potentialiser les discriminations de race et de genre pour l'action, si je puis dire. C'est en gros la convergence de lutte, comme on dirait en France, si je puis dire. Et puis il y a une autre thèse qui est moins connue, c'est une thèse épistémologique, c'est-à-dire de philosophie des sciences. Ils expliquent que la vérité n'existe pas, qu'il n'y a pas de connaissance objective, qu'il n'y a pas de raison. Et il y a une critique très radicale chez tous ces auteurs de la science. La science n'existe pas. Elle est exactement au même niveau que les savoirs autochtones, etc. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, on a décidé que les savoirs autochtones maoris, qui sont des choses très, très intéressantes, très passionnantes, des mythes particuliers, c'était la même chose que la science. Il n'y a pas de différence entre la science et le reste. Et comme la science a participé au colonialisme, l'esclavagisme, etc., il faut en finir avec la science. C'est ça le point. Oui, ça c'est l'extrême, mais... Ça c'est le fondement, je dirais, théorique, si je puis dire. Steve, oui, allez-y. Merci beaucoup pour ces explications éclairantes. C'est là où, en fait, je me permets de proposer qu'il ne faut pas faire d'amalgame, c'est-à-dire ce que vous proposez, monsieur, et c'est très éclairant, merci beaucoup, sauf que tous les mots en isme, si vous voulez, renferment, isolent et peuvent fragmenter. Le problème, c'est que on met un mot sur peut-être une idée, une pensée, un courant philosophique, un courant de pensée, mais beaucoup de personnes font l'action de faire tout à travers et uniquement par rapport à ça. Donc du coup, je me pose la question, est-ce que le woke en lui-même très bien, mais est-ce que le wokisme, l'action de faire tout, peut à un moment donné renfermer intellectuellement et même spirituellement? Et d'où le fait qu'il y ait des conflits et des tensions entre les individus depuis 5000 ans, depuis 6000 ans, dû à l'appartenance à l'étiquette et au fait de l'action de faire que pour ça. Et ça peut renfermer à un moment donné. Voilà, c'était ma réflexion par rapport à... Bien sûr, Steve, mais c'est vrai que ces mouvements qui se renferment sur eux-mêmes, etc., c'est vrai que c'est pas nouveau.
Oui, c'est effectivement un enfermement sur soi-même, et ils vivent pas dans le même monde que nous, d'une certaine manière. Donc, ils ne veulent plus discuter avec nous, c'est-à-dire le monde extérieur. C'est quelque chose, effectivement, vous avez tout à fait raison, ça enferme complètement, et ça conduit à voir des choses qui sont aberrantes, à nier, par exemple, la science biologique, ce qui est quand même la base. Alors, en même temps, je dirais qu'il y a sans doute derrière ça une ignorance liée au manque d'éducation. C'est-à-dire que si on faisait plus de cours de biologie plutôt que de cours de lutte contre les stéréotypes, peut-être qu'on saurait que l'espèce humaine, elle est sexuée. Ça avancerait un peu. Alors ? Oui, on continue dans quelques instants. On poursuit ce face-à-face avec vos questions et témoignages au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, je ne suis pas le seul. Il faut voir Jean-François Bronstein. La religion woke le met dans tous ses états, et à juste titre. Alors ? Oui, nous avons Guillaume de Blois qui se pose une question sur la stratégie politique des woke. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour à toute l'équipe Sud Radio et à votre invité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque donc de convergence entre le mouvement woke tel qu'il se conçoit aujourd'hui et donc une certaine branche de l'écologisme? Là, je fais référence. Il y a déjà quelques mois, une mairesse ou une maire, je ne sais pas comment il faut appeler maintenant. Ah oui, on ne sait plus. Oui. Voilà, mais allez-y. Oui. Qui disait oui, maintenant les enfants ne devraient plus donc penser à devenir astronaute, pilote de ligne, etc. Voilà. Et puis. C'est vrai. Je crois que c'était la maire de Nantes, si je ne m'abuse, Nathalie Appéré, non? Oui, c'est possible. C'est vers Poitiers, peut-être Rennes, je ne sais pas. Écoutez, on vérifiera, voilà. mais tout à fait, la déclaration est tout à fait exacte. Voilà, et puis Éric Piolle, je pense, qui disait qu'il ne fallait plus donc érotiser les seins féminins, parce que voilà. Donc c'est ça aussi. Oui. Je trouve quand même un parallèle entre le wokisme et cette branche de l'écologisme. Oui, qui indique, qui dit quoi penser, quels devraient être nos affects, jusqu'à effectivement, Sardine Ruisseau. Donc son homologue réel, son pendant réel, qui disait maintenant il faudrait peut-être repenser l'humour pour éviter d'humilier, etc. D'accord. Donc, alors justement, très intéressant, Guillaume, Jean-François Bronstein. Alors, c'est le maire de Poitiers qui a dit ça, ou la maire de Poitiers, pardon, excusez-moi. Oui, mais moi je fais du genre aussi. Ils vont me traiter de transphobe, sinon je suis obligé de faire gaffe là. Jean-François Bronstein. Effectivement, c'est vrai, on a une convergence possible et existante entre écologistes. On le voit tout à fait, effectivement. Alors avec cette théorie de l'intersectionnalité, on peut très bien rajouter d'autres catégories de victimes. C'est ce que fait Sandrine Rousseau, pour ne pas la nommer, qui dit qu'effectivement, le capitalisme a exploité le corps des Noirs, le corps des femmes, la nature, etc. Et donc il y a l'idée que, au fond, il y a une nouvelle catégorie, l'écoféminisme, qui s'appelle l'écoféminisme, qui est la partie, je dirais, la plus extraordinaire, si je puis dire, de tout cela. Le petit livre de Sandrine Rousseau, qui est paru récemment, est assez extraordinaire, puisqu'effectivement, elle s'en prend directement à l'idée de connaissance rationnelle. Elle dit que Descartes est à l'origine du mal. Oui. Elle critique les sciences. Elle dit qu'il faut faire uniquement du sentiment. Et elle pense que les animaux sont plus intelligents que l'homme. Enfin, il n'y a pas... Mais Sandrine Rousseau, est-ce que oui, mais non, elle est très représentative. C'est-à-dire qu'il y a tout un courant d'écoféministes qui sont assez organisés, qui sont très présents dans les facs, sur l'idée, effectivement, que la nature est une femme, et donc les femmes étant discriminées, la nature est discriminée, et la culture, ce sont les hommes qui exploitent la nature. Le fameux slogan, mais que je trouve qui résume tout ça, c'est effectivement, je préfère une sorcière lanceuse de sorts plutôt qu'un ingénieur qui construit de l'EPR. Bon, en ce moment, on aurait plutôt besoin d'ingénieurs pour l'EPR plutôt que de lanceuses de sorts. Le problème, c'est qu'on a mis des sorcières pour faire l'EPR, voilà pourquoi on en est là. C'est pour ça, oui.
Et vous savez, et moi, j'aime à ces gens-là juste un mot, avant qu'on reprenne quelqu'un. Et comme disait le merveilleux poète Jacques Prévert, pourquoi dit-on la virilité? Alors. On reçoit tout de suite Fabienne de la Seine-Saint-Denis. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour à vous tous. Alors, je vous écoute avec attention et je vous trouve très intéressant. Effectivement, on note ce glissement de pensée qui provient de cette mouvance woke. Mais quand on rentre dans le dur, on se rend compte aussi qu'il s'attaque à la jeunesse. Il s'attaque aux enfants et qu'on va se retrouver dans quelques temps avec une génération d'enfants mutilés, aussi bien physiquement qu'au niveau du cerveau. Et je me demande vraiment si on a une solution pour ça. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour empêcher ça? À part bien sûr faire preuve de courage, mais tout le monde ne va pas forcément pouvoir faire preuve de courage. Et quand ton enfant te dit qu'il va se suicider si on lui coupe pas les seins ou s'il ne fait pas une ablation de son utérus, c'est quoi la solution contre ça? Ouais, c'est une question extrêmement importante, Fabienne. Merci. C'est vrai que non, il n'y a pas que le courage, mais c'est vrai que on se demande d'ailleurs, Jean-François Brosselin a parlé, est-ce que ce ne sera pas les parents qui vont commencer à dire basta così, quoi? Parce qu'il y a un vrai problème. Oui, là. je pense qu'il y a un vrai problème. On s'attaque aux enfants et ça devient. Bon, moi, c'est pour ça en partie que j'ai écrit ce livre, parce que bon, si c'est resté dans les universités, pourquoi pas. Oui. Mais qu'on touche aux enfants, c'est un vrai problème. Je dirais il y a plusieurs choses. Il faut d'abord aussi se renseigner, c'est-à-dire que les choses sont très énigmatiques. Donc il y a une auteure américaine qui a eu un livre qui a été à un moment interdit sur Amazon, qui s'appelle Dommage irréversible, d'Abigail Schreier, qui est traduit en français, que je vous conseille, qui est un livre... Dommage irréversible. Voilà, où on comprend ce qui se passe, on comprend très bien ce qui se passe, et elle donne au fond des pistes aussi pour... Que faire avec votre enfant? Quand est-ce qu'il faut s'alerter? Quand il y a à quoi vous voyez qu'une école va être dans ce courant-là? Et comment on sent les signes avant-coureurs? Voilà, c'est ça. Et comment votre enfant, s'il vous dit ça ou ça ou ça, il faut déjà réagir. Il faut réagir très vite. Et effectivement, elle dit d'ailleurs dans certains cas, elle raconte des histoires où les parents ont pris leurs enfants sous le bras et ils sont partis plus loin. C'est-à-dire que quelquefois, c'est ce qu'il faut faire. Alors je sais bien que c'est très compliqué. Mais par exemple, juste, Jean-François, c'est intéressant parce que ce que pose, c'est vrai, ma famille est très intéressante. Supposez que par exemple, moi, mon fils, ma petite-fille, etc., voit ça. Est-ce qu'on peut se plaindre aujourd'hui à l'école? Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Ça veut dire que l'école est déjà convertie, si je puis dire. Il y a une pression énorme, il y a toute une série de jeux pour faire en sorte que les enfants, des très jeunes, choisissent leur genre, situent leur genre sur un petit bonhomme, un petit cheval, etc. Donc je pense que c'est trop tard. Si ça arrive déjà dans l'école, vous pouvez bien sûr vous plaindre, mais si vous êtes seul à vous plaindre, ça va pas marcher. Donc, ou alors vous essayez de contacter d'autres parents, mais souvent les associations de parents d'élèves ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ah là, vous dites que la loi a changé là-dessus? Oui, depuis l'année dernière, ou plutôt début d'année, la loi a changé. Nous avons aujourd'hui une loi qui protège les enfants homosexuels de thérapie de conversion, quand leurs parents les emmènent soit chez des marabouts ou autres religions sectaires pour les empêcher d'être homosexuels. La loi a intégré aussi la notion de genre, et donc si votre enfant vous demande de prendre des bloqueurs de puberté, des hormones, ou bien de transitionner, que vous vous y opposez, même ne serait-ce que de l'appeler par un prénom masculin quand il est une fille, vous risquez des poursuites en France aujourd'hui. La loi a passé. Oui, je crois qu'il y a quand même des choses à faire. C'est-à-dire, il faut se renseigner, et il faut aussi trouver des psys qui ne sont pas, qui osent être des psys, c'est-à-dire qui essaient d'aider des enfants. Il y a encore. Oui, il y a cet observatoire de la petite sirène dont on parlait tout à l'heure, qui est une bonne référence où on peut trouver des gens qui ont gardé leur bon sens, si je puis dire. Mais effectivement, il faut pas traîner parce que c'est quelque chose d'extrêmement délétère, d'autant qu'il y a les réseaux sociaux derrière qui font pression. C'est-à-dire qu'il y a l'idée vraiment, ces jeunes disent je laisse tomber ma famille habituelle, je vais vers ma glitter family, c'est-à-dire ma famille avec des paillettes. Ma famille élue. Voilà, ma famille subie. Voilà. Et il y a des dizaines des milliers de gens qui vont dire bravo, vas-y, continue, etc. Donc c'est très délétère.
Voilà, vous êtes alertés les bébés, comme chantait Jacques Higelin. Attention, merci Jean-François Brostein. Si. Oui, merci beaucoup Jean-François Bronstein d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et auteur de La religion woke, paru aux éditions Grasset. Demain, pour notre face-à-face, nous recevons Marie-Estelle Dupont pour son livre L'antimère. Une psychologue raconte comment elle a survécu à une mère maltraitante. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye qui reçoit Anne-Laure Buffet pour parler liaison dangereuse. Sexe et amitié font-ils bon ménage? À demain sur Sud Radio.